Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info, la première de la semaine. Nous allons revenir ensemble sur toute l'actualité en principauté. Voici d'ailleurs les titres qui seront développés dans cette édition. La suite du déplacement officiel de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II en Russie. Le prince souverain a notamment rencontré le président russe, Vladimir Poutine. Il a également assisté à l'arrivée de la flamme olympique en compagnie de son épouse, la princesse Charlène. Nous reviendrons sur cet anniversaire, celui des 50 ans de l'Amade mondiale. À cette occasion, une soirée de gala a eu lieu à l'hôtel Hermitage en présence de la présidente de l'association, son Altesse royale la princesse de Hanovre. Enfin, vous en saurez plus sur la première édition du Forum international de l'eau qui vient de se tenir en principauté. Et puis n'oubliez pas, à la fin de cette édition, retrouvez toute l'actualité sportive en principauté avec le journal des sports présenté par Frédéric Elion. Nous débutons donc cette nouvelle édition avec la suite du déplacement de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II à Moscou. Plusieurs rendez-vous importants attendaient le prince souverain et la délégation monégasque, notamment cet entretien en tête-à-tête avec le président de la Fédération russe, Vladimir Poutine. Voyez ce reportage sur place de nos envoyés spéciaux Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. Un instant hautement symbolique, solennel et intense, la cérémonie de la dépose d'une gerbe monégasque sur la tombe du soldat inconnu. Le souverain est au Kremlin, Kremlin qui veut dire forteresse. Nous sommes au centre politique de la Fédération de Russie. C'est ici, entre autres, que se prennent les grandes décisions de ce monde. Le moment le plus important de ce voyage officiel, la rencontre entre les deux chefs d'État, Vladimir Poutine et le prince Albert II, devant la presse russe venue en nombre. Une rencontre qui s'est prolongée dans l'après-midi. À l'issue, les deux chefs d'État ont présenté une déclaration commune, une déclaration que le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures, José Badia, a déposée quelques heures plus tôt au ministère des Affaires étrangères. Cette déclaration conjointe constitue la base de relations bilatérales et qui constate de nombreux points de vue communs, notamment le rôle central de l'ONU. Cette déclaration engage les deux pays, Monaco et la Russie, à travailler ensemble dans les organisations internationales dont ils sont membres. Et enfin, le président de la Fédération de Russie et le souverain ont décidé de faire encore progresser leur collaboration dans divers domaines tels que le tourisme, l'environnement et les relations économiques au moyen d'accords bilatéraux qui seront préparés dans un proche avenir. Ce n'était pas la première fois que j'ai rencontré le président Poutine, mais dans le cadre d'une visite officielle, ça prend une autre dimension. Et nous avons pu vraiment échanger très librement sur plusieurs sujets d'intérêt commun. À la suite de cet entretien et du déjeuner de travail que nous avons eu avec le président Poutine et les principaux ministres qui ont participé à ces échanges, eh bien, la déclaration commune et conjointe que vous avez vue a pu refléter, je crois, de façon tout à fait fidèle les engagements que nous prenons ensemble. Et puis cela reflète, je crois bien, l'état des relations amicales, constructives et extrêmement positives que nous avons avec la Fédération de Russie, ce dont je me félicite. Diplomatie, sportif, il y avait beaucoup de volets, il y avait aussi un volet économique. Ce volet économique a été très important puisqu'il y a eu une forte délégation de chefs d'entreprise et d'acteurs économiques de la principauté qui ont fait partie de cette délégation de la Chambre de développement économique, qui ont pu rencontrer leurs homologues russes et ont pu avoir des échanges extrêmement intéressants et de bon augure pour agrémenter et puis pour avoir des perspectives d'avenir d'échanges économiques approfondis avec la Fédération de Russie. Nous avons parlé aujourd'hui du développement de nos relations bilatérales. Nous nous sommes mis d'accord de poursuivre notre coopération culturelle et sur proposition du prince souverain, nous allons organiser un festival de la culture russe à Monaco.
Le prince Albert II et Vladimir Poutine se sont également félicités dans la matinée de vendredi de l'adhésion de la Russie au sein de la CIESM, adhésion lors d'une signature entre le professeur Briand et le ministre de l'Éducation et de la Science. La Russie est désormais le 24e pays membre de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée. Cette commission, présidée par le souverain et créée sous l'impulsion du prince Albert Ier, a pour but de développer la coopération scientifique entre les pays membres. C'est un grand pays qui rejoint une grande commission qui a presque 100 ans. Et la Russie, tout le monde le sait, c'est une grande nation scientifique. Dans notre commission, la Méditerranée est comprise au sens large, c'est-à-dire que depuis l'origine, depuis nos premiers statuts, depuis notre fondation en 1919 à Madrid, les pays riverains de la mer Noire font partie de la Commission pour la Méditerranée à condition de voir, bien sûr, l'intention d'adhérer. C'est fait aujourd'hui pour la Grande Russie. Et enfin, pour clore ce volet diplomatique, le souverain a invité Vladimir Poutine à effectuer une visite officielle en principauté. Et lors de ce déplacement, le prince Albert II a reçu le diplôme de docteur honoris causa au sein de la prestigieuse université Guimoho, université des relations internationales. Nous restons en Russie où la flamme olympique est arrivée à Moscou ce week-end. À cette occasion, une grande cérémonie a eu lieu sur la place Rouge, cérémonie à laquelle a assisté le couple princier. Reportage. Contrairement à la chanson de Gilbert Bécaud, la place Rouge était tout sauf vide ce dimanche après-midi. Les moscovites sont venus nombreux pour assister à cette fête populaire, l'arrivée de la flamme olympique. Flamme en provenance de Grèce où elle a été allumée le 29 septembre. Une cérémonie solennelle sur la place Rouge, tout d'abord avec l'arrivée de la flamme en présence notamment du prince Albert II, le souverain qui représentait le président du comité international olympique. Vladimir Poutine est ensuite sorti du Kremlin à pied jusqu'au podium pour enflammer la torche, une cérémonie hautement symbolique. C'était important aujourd'hui, 123 jours avant l'ouverture des Jeux de Sotchi, que cette flamme puisse arriver sur le sol russe, dans sa capitale, et puis qu'on puisse débuter ce parcours de la flamme, parcours qui sera le plus long de toute l'histoire des Jeux, le plus long dans un seul pays. Il est évident, vu la dimension de la Fédération de Russie, c'était normal, mais je crois qu'il y a un vrai effort de la part des organisateurs et des autorités russes pour faire de ce parcours de la flamme quelque chose qui relie toutes les régions de Russie et même au-delà. Et je crois que ça va être un très très grand moment. Le lendemain, lundi, le souverain a participé au relais de la flamme. La torche lui a été remise par le président du comité olympique russe. C'est la 8e fois que le prince Albert II participe au relais de la flamme olympique. Après le souverain, la torche sera portée par près de 600 personnes à Moscou. 14 000 personnes au total transporteront ce symbole sur le parcours le plus long de l'histoire. La flamme passera dans plus de 2900 villes, 83 régions, soit 65 000 km à travers la Russie, avant le coup d'envoi des 22e Jeux d'hiver à Sotchi, le 7 février. Et quelques jours avant l'arrivée de la flamme olympique, le prince Albert II a inauguré une exposition qui réunit sa collection privée de torches olympiques en présence du président Vladimir Poutine. La plus ancienne torche date de 1936, il s'agit de celle des Jeux de Berlin. Lors de cette visite, le prince souverain s'est vu remettre une nouvelle pièce pour sa collection puisqu'il a reçu la torche olympique de Sotchi des mains du président russe.
Sotchi, ville organisatrice des prochains Jeux d'hiver. Cette exposition est visible jusqu'en décembre au Goumet, un centre commercial de luxe aux abords de la Place Rouge. Elle se déplacera ensuite à Sotchi pendant les Jeux Olympiques. Parlons à présent de cet événement Principauté. Nous l'évoquions déjà en fin de semaine dernière sur Monaco Info, le 50e anniversaire de l'AMAD mondiale. Après une conférence de presse destinée à dresser le bilan de 50 années d'action, une soirée de gala a été organisée à l'hôtel Hermitage. Le récit de Patricia Navarro. Des voix d'une pureté rare qui s'élèvent dans une salle à la décoration immaculée. Les jeunes enfants de la chorale Amorozzo ont offert un très beau moment d'émotion pour ouvrir la soirée de gala du 50e anniversaire de l'AMAD. Son Altesse royale, la princesse de Hanovre, présidente de l'Association mondiale des amis de l'enfance, avait tenu à réunir autour d'elle les généreux mécènes, sans l'aide desquels d'importants projets n'auraient pu voir le jour. Pour l'entourer également, ses enfants, Charlotte et Andrea Casiraghi, qui l'ont déjà suivi en mission de terrain, et sa sœur, la princesse Stéphanie, femme engagée et figure de proue, elle aussi d'un noble combat, à travers son implication dans l'association Fightheads Monaco. C'est en 1993 que la princesse de Hanovre a très officiellement repris le flambeau transmis par la princesse Grace, qui avait été à l'initiative de la création de l'AMAD mondiale. Évidemment, ma mère faisait partie des fondateurs de l'AMAD et j'ai quand même une pensée pour l'archiduc Otto d'Habsbourg, c'est lui qui a eu cette magnifique idée. Et ma mère, évidemment, y a adhéré et y a apporté tout son soutien. Alors, vous dire, je vais peut-être choquer certains, 50 ans, un anniversaire, une fierté. Pour une ONG, quand on connaît le terrain sur lequel on travaille, la problématique, les souffrances répétées, les drames qu'il y a eu au cours de ces 5 décennies, non, on n'est pas fiers parce que le but d'une ONG, c'est disparaître. Ça veut dire qu'on a réussi, qu'on a gagné. Donc il y a toujours un petit sentiment mitigé en disant nous sommes toujours là, toujours à combattre les mêmes fléaux, toujours en guerre contre une forme d'injustice et d'abus contre les enfants et contre les plus faibles. Au cours de la soirée anniversaire de l'AMAD mondiale, un film a été projeté pour retracer 50 ans de travail en faveur de l'enfance défavorisée. Des Philippines au Burundi, du Chili au Cambodge, du Niger à l'Afrique du Sud, l'AMAD mondiale n'a eu de cesse de défendre les droits fondamentaux des enfants. Je pense qu'on est tous animés un peu par les hasards de la vie et par une certaine passion du même but, c'est-à-dire il n'y a pas de plus beau travail et de plus belle mission que de s'occuper des autres, et encore plus beau, je pense, des enfants. Mais c'est là où l'AMAD a peut-être évolué et changé, c'est de leur apporter une aide considérable, une logistique précise et tout à fait en phase avec ce qui se passe chez eux, une étude de terrain, pour qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent prendre en charge ces programmes, que ce soit des programmes efficaces et simples. Et notre plus grande victoire, c'est que ces gens, donc les volontaires et nos amis sur le terrain, ont bien compris ça et font preuve d'une énergie magnifique, parce que c'est l'unique solution. Pour participer à cette soirée du cœur, un artiste qui, mieux que nul autre, sait combien l'aide apportée par des associations telles que l'AMAD mondiale est précieuse pour les enfants des pays les moins favorisés. Emmanuel Job a connu un succès soudain cette année en participant à l'émission de télévision The Voice, mais il n'oublie pas d'où il vient, lui qui est né au Cameroun. Ce genre de cause me touche parce que il n'y a pas que l'Afrique, il y a des enfants à travers le monde entier, même en Europe, qui demandent une attention soutenue. L'Afrique a ceci de particulier que malgré l'immense richesse qu'elle recèle dans son sous-sol et même sur le sol, sa population, l'énergie que les gens ont,
le contexte socio-économique ne permet pas toujours de mettre cette richesse en valeur. Et le fait que des gens de cœur décident d'aider les gens à se relever lorsqu'ils sont par terre, moi ça me touche. Si ma musique pouvait faire ça tout le temps, je pense que je serais un artiste accompli. L'aide d'urgence figure parmi les nouveaux champs d'intervention que l'AMAD mondiale souhaite développer dans les années à venir. C'est pour cela que l'association monégasque a décidé de s'associer au HCR, au commissariat aux réfugiés, pour venir en aide aux enfants syriens qui séjournent dans un immense camp situé en Jordanie. Je vous propose d'écouter Philippe Leclerc, représentant du HCR en France et à Monaco. Il participait au gala des 50 ans de l'AMAD mondiale. Pour répondre à la situation de réfugiés aussi grave que celle de la Syrie, on se rend bien compte qu'on doit compter sur toutes les forces. Traditionnellement, les États qui apportent leur territoire, qui financent les programmes, mais il faut bien sûr que la société civile également se mobilise dans les pays d'asile, dans les pays de premier asile, mais aussi bien au-delà, vu l'ampleur de la crise syrienne. On parle de 2 200 000 personnes qui sont déplacées à l'extérieur et plus de 5 millions. On se rend bien compte de l'ampleur de cette crise. Et pour cela, il faut s'associer avec des fondations comme l'AMAD également, parce que la plupart des victimes, parce que les réfugiés sont d'abord des victimes, sont des enfants. Plus d'1 million d'enfants sont sur les routes, privés souvent de leurs parents. Et là encore, il nous faut avoir des partenaires comme l'AMAD qui arrivent à solliciter soit directement à travers leurs agences sur place, soit à travers des réseaux qu'elles mobilisent, de soutien à des enfants qui en ont cruellement besoin, que ce soit pour une situation aussi connue que la crise syrienne, mais aussi dans bien d'autres situations en Afrique où malheureusement ils ne font pas la une des journaux et pourtant les besoins sont énormes. Et là encore, la mobilisation de fondations comme l'AMAD aide beaucoup le HCR à répondre à la situation de ces enfants qui ont des besoins et qui ne sont pas connus. La première édition du Forum international de l'eau vient de se tenir en principauté à l'hôtel Hermitage à l'initiative de la société Firmus. De nombreux grands intervenants se sont succédés à la tribune le temps d'une journée pour évoquer les enjeux qui portent sur l'avenir de notre planète et sa protection. Les explications de Patricia Navarro. Représentants des milieux industriels ou académiques, membres de la société civile, décideurs de tous horizons ont pris part à la toute première édition du Forum international de l'eau. Objectif affiché pour les organisateurs de cet événement, faire de Monaco, pays pionnier en matière de préservation de l'environnement, une terre d'échange et de propositions pour contribuer à une meilleure gestion de cette ressource naturelle précieuse qu'est l'eau. Les enjeux, en fait, sont de faire participer l'ensemble des acteurs de la société à, sinon des prises de décision, du moins des avis concernant les grands problèmes qui agitent nos sociétés. En particulier, les problèmes d'environnement et les problèmes d'eau sont des problèmes qui sont au cœur de nos préoccupations et qui vont le devenir de plus en plus avec la croissance de la population, les changements climatiques. Pour orienter les débats des experts, plusieurs thématiques ont été retenues, dont celle du recyclage des eaux grises, avec l'exemple très concret de la base Concordia en Antarctique ou des vols spatiaux, d'où la présence à ce forum international du spationaute belge Frank de Wijn. Si on veut faire l'exploration spatiale d'une manière soutenable, il faut absolument utiliser les ressources qui seront sur place, là où on va les trouver, sur la Lune, sur Mars. C'est les deux objectifs de notre agence spatiale européenne. Et effectivement, les technologies qu'on utilise ici au sol, mais qui sont déjà développées, par exemple dans la station Concordia au pôle Sud,
on pourrait utiliser les mêmes techniques, les mêmes technologies pour l'exploration spatiale. D'ailleurs, dans la Station spatiale internationale où j'ai été pendant 6 mois, on recycle déjà 70% de l'eau. Il y a des filtrages par des membranes, puis après il y a l'osmose, puis après il y a des filtres à charbon. Donc c'est à peu près les mêmes technologies qu'on utilise. Mais oui, on ne fait pas encore la même chose ici au sol. Effectivement, en eau, 70%, donc ça veut dire le sueur, l'urine, tout ça c'est recyclé en orbite déjà aujourd'hui pour en faire de nouveau de l'eau potable de bonne qualité. Les participants du forum ont fait le point sur les solutions innovantes pour préserver les ressources en eau, avec notamment les technologies membranaires qui connaissent un développement important. Mais ils n'ont pas hésité non plus à évoquer des dossiers d'actualité qui peuvent faire débat, comme le traitement des eaux utilisées pour l'extraction des gaz de schiste. Le gaz de schiste est une nouvelle forme d'énergie qui est susceptible d'induire des avancées sociales importantes vu l'accès à l'énergie qu'elle fournit, mais qui peut aussi causer des dommages importants à l'environnement. Donc on pense que ce n'est pas en ignorant les sujets qu'on va aller vers leur résolution, mais qu'au contraire il faut en parler et qu'il faut précisément, dans une assistance du type de celle que l'on aura, pouvoir tirer des conclusions qui vont être proposées à la société civile en disant bon, on a quelques chances d'arriver à exploiter ça de façon correcte, ou au contraire, il faut faire très attention. Ce premier forum international de l'eau a vu le jour en principauté à l'occasion de l'année de la coopération sur l'eau, mais d'ores et déjà, il est acquis qu'une deuxième édition aura lieu l'an prochain à Monaco toujours. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Cette réception au ministère d'État, Michel Roger a reçu les lauréats des premiers Monte Carlo Hospitality Awards. Pour rappel, l'association des industries hôtelières monégasques a réuni ses membres pour une soirée exceptionnelle au Jimmy's la semaine dernière. 10 prix ont été remis lors de cette soirée, des prix destinés aux meilleurs professionnels de l'hôtellerie en principauté. Et puis l'Italie est à l'honneur en octobre en principauté. Le mois de la langue et de la culture italienne met en lumière le patrimoine artistique et culturel de nos voisins transalpins. Plusieurs manifestations vont donc rythmer ce mois d'octobre. Samedi, la Salle Garnier a présenté ce spectacle intitulé « La musique universelle avec l'Italie dans l'âme ». Un spectacle unique dans son genre qui réussit à raconter la grande tradition du mélodrame italien dans une atmosphère spectaculaire, mais aussi très amusante. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Les éclaircies seront un peu plus nombreuses que ces derniers jours et un peu plus durables, mais le risque d'averse sera toujours présent. Les températures seront conformes à la saison, elles seront comprises entre 17 et 21 degrés mardi. Mercredi, pas de pluie, un temps assez ensoleillé, le ciel sera voilé jeudi, le thermomètre gagnera quelques degrés. Et enfin, vendredi, pluie passagère suivie d'éclaircies. Il fera 20 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec votre magazine des sports. N'oubliez pas notre site internet, le www.monacochannel.mc pour revoir tous nos reportages. À très bientôt sur Monaco Info et très bon début de semaine à tous. Et nous quittons le Stade Louis II pour nous rendre sur la plage du Larvoto où la Jeune Chambre économique de Monaco organisait vendredi une initiation de self-défense et arts martiaux avec les précieux conseils d'une double championne du monde de karaté. Toutes les explications dans ce reportage. Elle a sillonné le monde entier pendant ses 15 années passées en équipe de France. Nathalie Leroy, double championne du monde de karaté, est venue donner un cours de self-défense vendredi sur la plage du Larvoto. La Mentonnaise a commencé les arts martiaux à 14 ans et est entrée en équipe de France à 16 ans. Aujourd'hui, professeure de karaté chez elle à Menton, elle a fait le court déplacement à Monaco pour transmettre son savoir. L'essentiel, c'est de transmettre quelque chose aujourd'hui, donc à travers la salle défense qui est ma passion et mon métier. Je vais essayer de transmettre quelques valeurs sur la plage du Larvoto à la Jeune Chambre de Monaco. L'avantage de la salle défense, c'est qu'aujourd'hui, elle permet une maîtrise du corps et de l'esprit et puis aussi de pouvoir, en cas d'agression, savoir se défendre. C'est vrai que l'enseignement de la salle défense passe par plusieurs stades. Il faut d'abord maîtriser la gestuelle avant de pouvoir s'en servir
efficacement au quotidien. Mais bon, déjà la maîtrise corporelle et gestuelle et puis après une certaine assurance de soi permet aussi d'éviter le conflit. L'événement était organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco. Pas de trophée team cette année, mais un tournoi de beach volley il y a 3 semaines. Le début d'une série d'autres événements sportifs. Cette année, donc, on va travailler normalement sur du kayak et baseball. Et les 2 autres épreuves en fait, vont être un peu surprises parce qu'on est sur des projets innovants, mais qui sont soumis donc, à approbation de notre conseil d'administration. Et notez que la Jeune Chambre économique de Monaco organise également un carotte mob place du marché, jeudi à 18h30. Toutes les informations sur le site de la JCE. Dans le reste de l'actualité sportive, les pongistes de l'AS Monaco confirment leur bon début de saison avec une nouvelle victoire 8-1 à Saint-Égrève. Le maintien se profile pour les Monégasques en National 2. En volley, c'est la fin d'une très longue série d'invincibilité pour l'ASM. Le promu monégasque s'incline 3-7-0 dimanche à Toulouse et pointe au 5e rang au classement en N2. Premier succès de la saison en basket. Après s'être incliné d'1 point à Quimper, les Monégasques l'ont emporté d'1 point samedi au Louis II face à La Rochelle. 66-65 score final grâce à un shoot d'Obasoan dans les dernières secondes. Et pas de championnat pour l'ASM Handball, mais une belle victoire en Coupe de France. Les hommes du président Perraudot l'emportent 35-28 et se qualifient pour le 3e tour de la compétition. Et un clin d'œil à présent à nos confrères de Code Sport Monaco, le magazine dédié à l'actualité sportive en principauté fête ses 1 an. Émilie Rousseau vous en dit plus dans ce reportage. C'était il y a 1 an, Code Sport Monaco était lancé officiellement en principauté en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Ce magazine gratuit est entièrement consacré au sport monégasque. Il est disponible dans une 20aine de sites à Monaco. Et derrière Code Sport se cachent 2 journalistes, un maquettiste, une secrétaire de rédaction, mais aussi Jean-Marc Moreno, éditeur et directeur de la publication, et surtout à l'origine du magazine. Code Sport Monaco, c'est le fruit d'une réflexion qu'on a eue avec le comité olympique monégasque, en particulier avec Madame Lambin-Berty, sur la nécessité ou au moins la légitimité d'avoir un magazine de sport à Monaco. Et une fois qu'on a ficelé le projet, on l'avait présenté au souverain qui l'a accepté pratiquement tout de suite. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de la place pour un magazine de sport à Monaco avec tous les événements qui se passent, qu'ils soient dans le cadre professionnel ou dans le cadre amateur. Il y a quand même quelques 8000 licenciés à Monaco. Ils se devaient d'avoir leur magazine. Et depuis 1 an, Code Sport Monaco a su trouver ses adeptes, aussi bien des passionnés de sport que de simples curieux. 20 000 personnes liraient ce magazine bimestriel. Le seul bilan qu'on peut avoir, c'est les retours qu'on a des personnes qui nous lisent et des personnes qui nous attendent aussi. Et effectivement, c'est un retour positif. On a eu quelques compliments sur la nécessité, sur la légitimité de ce magazine à Monaco. Ça donne raison sur notre réflexion de l'année passée pour la création de ce magazine. Et pour suivre l'actualité en live, le magazine se décline également sur internet sur le www.codesportmonaco.com. A noter que le dernier numéro, le numéro 7, vient de sortir avec entre autres une interview de Jérémy Toulalan, un coup de projecteur sur les rameurs de la Société nautique de Monaco ou encore un retour sur la finale des Masters de pétanque. Ce journal des sports est à présent terminé. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Monaco Info.